Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors certes, je n'ai pas été très présente car j'étais en vacances au début du mois de septembre. J'ai passé de très bonnes vacances, je suis bien reposée et je suis très motivée pour cette rentrée. Alors je me suis pas mal concentrée sur Instagram, j'ai un peu refait mon mode de post, on va dire, j'ai changé ma manière de présenter, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Manga Club 10 si vous avez envie d'en savoir plus. Sinon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, toutes les nouveautés 2023 qui sont parues et qui m'ont fait envie. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous laisser en un seul gros bloc la vidéo ou si je vais la diviser par trimestre. Mais en tout cas, c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Et bien sûr, on commence avec le mois de janvier. Je m'arme de mes petites feuilles et on est parti. Au mois de janvier, le 19, Seule la mort attend la vilaine chez Kotun est sorti. Il est actuellement en cours avec 3 tomes. C'est un style Otome Game. J'ai eu pas mal de bons échos dessus et c'est la même maison d'édition que Let's Play que j'adore. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, Kezako, ça parle de quoi? Une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort. À son réveil, elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un personnage du jeu, Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. Alors, j'ai lu Otome Game dans le même style, donc vraiment ça porte le même nom, mais qui est très... très dans l'humour, dans la dérision, etc. Et apparemment, celui-là est un peu plus sérieux, donc franchement, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Dernier manga du mois de janvier qui m'intéressait, publié le 27, c'est The Lion in Manga Library chez Komogi, qui est une toute nouvelle maison d'édition. C'est actuellement en cours avec 3 tomes, et ça parle du jeu de Go, que je trouve assez intéressant, assez original comme sujet, et la couverture est très stylée. Alors, une jeune femme qui fait carrière en aidant les libraires de manga à vendre leurs marchandises traîne un lourd passé. Ce passé la hante jusqu'au jour où elle croise la route d'un inconnu venu lui louer une chambre. C'est autour d'un plateau de Go que ces deux anciens prodiges se lieront d'une amitié inhabituelle qui leur permettra de réparer les traumatismes que la pratique intense de ce jeu leur a occasionné. Alors, j'aime pas mal le style qui, je trouve, ne ressemble à rien d'autre, donc je crois que c'est chinois ou coréen, enfin en tout cas c'est pas un manga japonais. Et pareil, j'en ai eu des très bons échos et je vois des gens qui sont très motivés, qui à chaque sortie d'un nouveau tome sont dans les starting blocks. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je lui laisse une chance. Alors je crois que janvier était le mois où il y avait le moins de mangas dans ma wishlist, donc accrochez-vous pour les prochains. Au mois de février, Delcourt Tonkam nous a offert une réédition de L'Arme Ultime qui a été publiée du coup en double tome, je crois. Alors, ce sera fini en 4 tomes. De base, c'était fini en 8, il me semble. Donc voilà, c'est des doubles tomes, donc ça paraît logique. Les couvertures pastel sont très mignonnes, je trouve. Le synopsis est assez intriguant. Et c'est une réédition qui paraît de qualité. Donc, à voir ce que ça donne. Du coup, ça nous parle de Chise, une jeune lycéenne mignonne, maladroite et timide, qui sort depuis peu avec Shuji. Lorsqu'une nouvelle guerre mondiale éclate et fait de nombreuses victimes à force de raids aériens, mais ne semble pas toucher la petite ville de Chise. En effet, Chise n'est pas aussi fragile qu'il n'y paraît. En réalité, c'est une arme secrète particulièrement meurtrière du gouvernement. C'est pas un synopsis qui de base m'aurait beaucoup plu. Encore une fois, c'est un peu la propagande des gens qui m'ont donné envie. En fait, je suis allée voir sur Naughty Jaune les commentaires sur l'ancienne édition et ils étaient franchement très très bons. Et j'avoue aussi le marketing, les couvertures m'ont fait pas mal envie, donc c'est ça qui m'a fait le mettre dans ma wishlist. On enchaîne avec Something About Us chez K-Books, publié le 1er février. C'est une édition en cours avec actuellement 3 tomes. C'est une série qui a l'air plutôt mignonne et fraîche, donc à voir ce que ça donne. Alors, les noms coréens, je ne sais pas les prononcer, donc ne me jetez pas la pierre. Hein. La relation qui lie Woojin et Ga-young est si forte que rien d'autre n'existe lorsqu'ils sont ensemble. Leur lien est tout ce qu'il y a de plus sincère et ils sont persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Mais ils semblent être les seuls à le penser. Leur complicité est si grande qu'en les regardant, personne ne veut croire à une simple amitié. Et de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'à part. Je trouve ça assez original qu'on parte de gens qui sont déjà amis de base. Je trouve que c'est très peu montré dans les mangas. En fait, souvent, les gens qui sont amis de base, c'est le concurrent amoureux, en fait.
La fille, elle tombe amoureuse d'un nouveau mec qu'elle vient de rencontrer au lycée, à l'université ou autre, et en second protagoniste amoureux, elle a son ami d'enfance. Et là, pour le coup, ça a l'air d'être centré sur ça, et je trouve ça grave bien, parce que souvent, je suis déçue, justement, que ces seconds protagonistes soient seulement en arrière-plan, alors qu'ils mériteraient d'être développés, donc à voir ce que ça donne. Le 2 février, chez Kiyun, on a Valalian de Black Iron qui est sorti. Ce sera fini en seulement 6 tomes, donc c'est cool. Il y a eu beaucoup de pubs qui a été fait autour, notamment avec une édition collector. Ça a l'air plutôt sympa, et en fait, ça m'a fait pas mal penser à Witch's War, que j'ai adoré, qui est un battle royale sur des sorcières. Et apparemment, là, c'est aussi un battle royale, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, vu que j'ai beaucoup aimé Witch's War. À son réveil, Soma Tetsujiro, un samouraï de Kamakura qui avait survécu à l'invasion moghole, s'était retrouvé dans un endroit inconnu. Hirst, la fille qui l'a emmené là-bas, lui a dit qu'il était au Valhalla, un endroit où se rassemblent les âmes des guerriers morts. Pour qu'il soit ressuscité, Tetsujiro n'a plus d'autre choix que de lutter contre les guerriers morts de différentes époques. Tout à fait Witch's War, mais en version apparemment masculin et dans une édition assez courte, 6 tomes, franchement, je pense que on peut vite en faire le tour, et si c'est sympa, pourquoi pas. Le 15 février, chez Soleil Manga, il y a Suicide Girl qui est sorti. Alors, c'est en cours actuellement avec 7 tomes. Ça a l'air d'être une thématique assez dure. J'ai hâte de voir comment en fait le sujet est traité. C'est un sujet que pas que j'apprécie, parce que je n'apprécie pas particulièrement qu'on parle de la mort, mais quand le sujet est bien traité, je le trouve très intéressant. Et en plus, c'est mélangé avec des Magical Girls. Je ne lis pas du tout de Magical Girls, donc à part un qui est Shugokara, mais c'est un truc d'enfance, donc c'est plus la nostalgie qui me fait parler qu'autre chose. Donc franchement, je suis très curieuse sur ce titre. Kirari est une lycéenne pleine de joie de vivre. Après la mort de son petit ami, elle se rend à une réunion du Suicide Café. Elle y fait la rencontre du patron qui aide en secret les suicidaires à exorciser leurs phobias, des spectres qui poussent les gens à commettre l'irréparable. Elle va alors devenir une Suicide Girl, une Magical Girl qui lutte pour prévenir les suicides. Bah franchement, le message est très positif, donc j'en attends pas mal, je pense, de ce titre, et vous allez sûrement le voir sur ma chaîne assez rapidement. Toujours le 15 février, cette fois chez Glénat, on a Undergaster qui est sorti, et pareil, on en a pas mal entendu parler. Donc actuellement, il y a 6 tomes en cours au Japon. Il y a eu des bons échos. Après, je suis pas sûre par rapport à la description que le personnage principal, j'accroche avec lui. Donc je pense que lui, vraiment, je le lirai avant de vouloir l'acheter, parce que je suis pas certaine. Parce que le personnage principal a un petit côté James Bond, alors je pense que ça peut être très bien, comme ça peut être un peu chelou. À voir que si l'univers match avec le perso en fait. Alors, Michael est un exorciste d'Allemagne réputé, enchaînant les missions dans tous les coins du monde à affronter trolls, gobelins, sorcières et autres monstres mythiques. Sa petite faiblesse, un amour débordant pour le cinéma d'action. Quand il est envoyé au Japon, c'est l'occasion rêvée pour lui de prendre un nouveau pseudonyme, Akira Kurosawa. Seulement, il est encore loin de se douter que cette mission risque de le changer dans tout son être et de bouleverser le cours du monde. Toujours le 15 février, Boken Shonen, un one-shot sorti chez Nobinobi. Alors c'est un one-shot du coup sur l'enfance et quand on grandit en fait. Pareil, ça c'est un thème que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas lui laisser une chance. Dans nos rêves d'enfance, tout était possible. On était invincibles. Maintenant qu'on a grandi, cet esprit d'aventure doit bien exister encore, quelque part au fond de nous. À travers ces 7 petits bijoux tendres et un peu étranges, découvrez l'étendue du talent de Mitsuru Adachi, peintre virtuose de la jeunesse sur laquelle il jette ici un regard en arrière empreint de nostalgie. Je me jette généralement pas tout de suite sur les one-shots parce que j'espère les trouver souvent en occasion en fait, donc tant que je trouverai pas en occasion, je pense pas que j'achèterai. Mais sinon, le thème a l'air cool. Cette fois, le 17 février, Noévé Graphics a sorti Imaginary. Je n'en ai pas du tout entendu parler, alors que je trouve que le synopsis est sympa et surtout que la couverture est magnifique. Et quand on écoute le synopsis, bah, ça fait un peu penser à Horimiya. Et Horimiya, ça a cartonné. Ouh. Qu'est-ce que Imaginary? Pourquoi non? Personne n'en parle. Peut-être parce que ce n'est pas terrible, mais en tout cas, moi, ça me donne envie. Alors actuellement, il y a seulement 2 tomes de sortie au Japon. L'histoire a l'air plutôt mignonne. La couverture laisse supposer qu'on va s'intéresser à plein de personnages, un peu comme Horimiya, comme je le disais tout à l'heure. Quand Tasuku était enfant, il gardait un secret. Il était amoureux de son amie Maika, mais Maika a déménagé avant qu'il n'ait plus rassemblé son courage et le lui avouer. Aujourd'hui adultes, ils ont repris contact en tant qu'amis et le fait d'être ensemble fait ressurgir les souvenirs de leur passé commun. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a l'air d'être une histoire romantique, mais plus mature. Et actuellement, c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie. Donc franchement, ce titre m'intéresse beaucoup, mais il est très peu vendu, du coup il n'est pas du tout trouvable en occasion. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais il m'intéresse. Dernier manga de février, il s'agit de Balado Crépuscule, toujours chez Noévé Graphics.
Alors actuellement, il n'y a qu'un tome de sortie, c'est l'air d'être un slice of life plutôt mignon, dans le style que j'aime, avec un petit twist surnaturel, donc ça, on est dans ma came. Akane fait partie de la rédaction du journal de son lycée et a été désignée pour écrire les chroniques des lieux hantés de sa petite ville. Angoissée à l'idée de les visiter seule, elle invite dans ses escapades Fujino, nouvelle élève réservée et solitaire. Ensemble, elles découvrent des recoins de la ville que la nouvelle venue, comme l'habitué des lieux, ignorait, créant ensemble les souvenirs d'une amitié naissante dans la lumière déclinante. Et bah moi je trouve que ça a l'air très très cool, pareil, je n'en ai pas du tout entendu parler. Après, de ce que j'ai compris, Noévé Graphics c'est très décrié pour ces séries parce qu'ils publient apparemment très lentement ou ce genre de choses. Donc je sais pas si c'est aussi pour ça que leurs mangas ont tendance un peu à passer inaperçus. En tout cas, c'est fini pour ce mois de février et on enchaîne avec celui de mars. Et il y en a énormément. Dis donc, les mangas de mars, ça a été un très grand mois niveau nouveauté. Du coup, on commence avec Under Ninja, publié chez Pika, le premier. Alors actuellement, il y a 9 tomes de sortie. Je trouve que le thème de ninja est assez cool, ça change un peu de ce qu'on voit, surtout qu'en ce moment, c'est une grosse majorité de mangas espions. Alors, même après des siècles, les ninjas sont parmi nous. Jouissant autrefois d'un grand prestige, ces combattants émérites avaient disparu après-guerre, leur organisation prétendument démantelée par les forces alliées. En réalité, il n'en est rien. Aujourd'hui, ces maîtres en infiltration, espionnage ou assassinat compteraient près de 200 000 membres. Une partie représente une élite prenant part au conflit à grande échelle, tandis que l'autre peine à se maintenir en activité. C'est le cas de Kuro Kumogakure, jeune shinobi aussi redoutable que désœuvré. Son quotidien de faux oisif bascule le jour où on lui confie enfin une mission, stopper un tueur d'origine russe prêt à tous les massacres pour infiltrer l'organisation des ninjas. Pareil, un petit shonen, ça a l'air plutôt classique, mais pourquoi pas. Cette fois le 2 mars chez Kiyun du Mouvement de la Terre, et alors là je trouve que c'est un manga très très original, déjà par sa thématique qu'on n'a jamais vu, enfin moi en tout cas j'ai jamais vu de manga comme ça, et c'est un manga fini en seulement 8 tomes, donc ça peut être pas mal. Moi j'affectionne les séries courtes, si vous avez vu mes précédentes vidéos je pense que vous êtes au courant. Du coup, dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, la religion régit la société et le moindre faux pas mène à la torture et au bûcher. Les sciences au service du dogme servent à prouver la centralité de la Terre et des hommes, création ultime de Dieu. Garaki remettrait cette idée en cause. Le jeune Rafale, fils adoptif du maître de son école, prépare des études de théologie, la matière de l'élite. Brillant et bourré d'ambition, il compte bien réussir dans la vie. Pourtant, les certitudes du petit Brodiche s'écroulent au contact d'un homme, Hubert, tout juste sorti de prison. Son crime a un nom, l'héliocentrisme. Sous ses airs de repenti, Hubert continue ses études des astres et sa ferveur déteint sur l'étudiant. À ses côtés, le monde de Rafale bascule. Tout concorde, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Pour la première fois de sa vie, il entrevoit la vérité sur l'univers et pas la même sa beauté. Il n'y a plus de retour en arrière possible, l'astronomie sera sa voie, quitte à mettre sa vie dans la balance. Alors c'est un sujet qui de base, je pense, ne m'aurait pas du tout intéressé, mais j'ai tellement envie de voir ce que ça donne en fait par son côté original. Par exemple, Dan Dadan, je ne l'ai pas du tout censé aimer, c'était à l'opposé de des thématiques que j'apprécie, et pourtant j'ai adoré. Du coup, j'ai envie de faire la même chose avec du Mouvement de la Terre et lui laisser une chance, surtout que c'est édité chez Kiyun, et comme vous l'avez sûrement compris, Kiyun est ma maison d'édition préférée. Toujours le 2 mars, cette fois chez Matin Calme, il y a Grey, qui est une sorte de webtoon, en tout cas en format, c'est un webtoon, et j'adore le synopsis. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome, et c'est un peu sur un thème un peu anti-héros, et je trouve la cover qui est méga stylée également. Monsieur Chairman a toujours rêvé d'être un super-héros, au point qu'il finit par se faire fabriquer un véritable costume. Mais un problème se pose alors. Comment devenir un super-héros sans super-vilain ? Une seule solution, en créer un soi-même. Dis-nous, Grey, que se passerait-il si ton secret était dévoilé ? Alors, le synopsis est très court, donc on a du mal à se faire une idée, je trouve, avec juste ce petit mot. Mais j'aime beaucoup ce côté qu'en fait, il a envie d'être un héros, mais que comme il n'y a pas de méchant, il est obligé d'en créer un. Et je sais pas, j'ai hâte de voir en fait comment l'histoire est tournée. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en occasion, mais comme c'est quand même des gros formats, ça coûte plus cher et j'ai du mal à mettre du coup mes sous dans des grands formats. Mais il me donne vraiment très envie. Toujours le 2 mars, cette fois chez Manabooks, on va parler de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. C'est une édition qui sera finie en seulement 5 tomes. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le revers des isekai. Je n'apprécie pas les isekai, mais du coup, voir l'envers du décor me paraît plutôt intéressant. Dis-moi comment faire pour retrouver mon fils, maintenant qu'il est parti dans un autre monde.
Le quotidien de Dobara, 35 ans, employé de bureau, est chamboulé lorsque débarque dans sa vie Miyo Ayama, son ancienne camarade de classe, qu'il n'avait pas revue depuis plus de 17 ans. Cette dernière lui apprend que son fils est décédé dans un tragique accident de voiture, mais elle reste convaincue qu'il continue de vivre quelque part dans un des mondes fantastiques qu'il aimait tant. Elle compte sur les connaissances d'otaku de Dobara pour l'aider à le retrouver. Tout est dit dans le résumé, donc ça a l'air pas mal franchement, et en plus c'est une série courte, donc pourquoi pas. Alors j'avais également noté Play It Cool Guys de chez Doki Doki, mais que j'ai acheté entre temps, donc je vous en reparlerai sûrement dans ma vidéo achat du mois prochain. Le 10 mars, chez Naban, il y a Boss ou Crève qui est sorti. Ce sera fini en seulement 6 tomes et j'adore la thématique abordée. C'est une thématique un peu d'emprisonnement et de questions sur le système. Donc ça, c'est un thème que j'avais beaucoup apprécié dans Psychopath, par exemple, où on aborde également un peu ça chez Soloist in a Cage. Donc, dans un Japon très proche de notre réalité, celui qui n'a pas travaillé depuis plus de 6 mois devient une charge pour la société et doit être réhabilité. Ces individus sont alors envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau censé les rendre productifs. Tatsuya est l'un d'entre eux, mais il ne correspond pas. Il avait un travail, mais a été renvoyé du jour au lendemain sans possibilité de retravailler. A-t-il été victime d'une machination ? Le camp dans lequel il a été envoyé semble bien différent de ceux dont on parle. Les traitements sont humiliants et bien plus brutaux. Mais dans quel but ? Et du coup, je trouve que ce manga est très mystérieux. Voilà, le synopsis donne clairement envie de se pencher dans l'univers, et c'est clairement ce que je compte faire. Le 15 mars, chez Pika, il y a Saison Maudite qui est sortie du même auteur que Criminal Fiançailles. Alors actuellement, j'ai lu que les 3 premiers tomes de Criminal Fiançailles. Ça m'a plutôt bien plu, et pour le coup, ça a l'air d'une petite romance tragique, un peu de drame, en seulement 2 tomes. Du coup, je me dis pourquoi pas, ça pourrait me tenter. Fiancée de manière arrangée à Togo Hiragi, héritier d'une riche et puissante famille, Haru était pourtant folle amoureuse de ce jeune homme avant de décéder d'un cancer à seulement 19 ans. Natsumi, l'aînée de Haru, supporte mal cette disparition et cherche désespérément à se rapprocher au souvenir de sa petite sœur, qui représentait tout pour elle. Alors pour sauver ses fiançailles convenues entre leurs 2 familles, Natsumi accepte de remplacer Haru et de sortir avec Togo à une condition, qu'il l'emmène uniquement aux endroits où il s'est rendu avec sa sœur. Mais au fil des saisons, le souvenir de Haru va prendre la forme d'une malédiction pour ce couple qui n'aurait pas dû exister. J'avoue que sur ce style de tome, en fait, j'ai hâte de savoir la fin, si ça va être un happy end ou une fin un peu plus tragique. Donc c'est plus ça qui m'intéresse en fait, à voir comment c'est traité. Chez Noévé Graphics, le 17 mars, il y a Romy, la sorcière corne de bélier qui est sortie. Pareil, je n'en ai pas du tout entendu parler, et pourtant je trouve que la couverture est trop mignonne, et l'histoire a l'air assez rigolote quand même. Actuellement, il y a seulement 2 tomes de sortie. Tout le monde est endormi. Sur cette terre ne reste plus que moi, ma camarade Sawada et tout un tas de moutons. Pour une raison qui m'échappe, Sawada est devenue une sorcière dotée de cornes de bélier. Pour une autre mystérieuse raison, elle m'a tiré du sommeil pour s'amuser. Et maintenant, elle ne fait que m'embêter. Alors du coup, ça a l'air d'être une histoire qui n'a ni queue ni tête, j'ai envie de dire, mais un monde peuplé de moutons. Je sais pas, ça m'a donné envie de voir ce que ça donnait. Chez Panini, le 29 mars, il y a Chat-Elle qui est sorti, et alors lui, je ne pense même pas avoir besoin de vous le présenter parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Apparemment, le début est très lent et il faut vraiment s'accrocher. C'est une série qui sera finie en 12 tomes, et apparemment l'histoire ne commence vraiment qu'au 3e ou 4e tome. Sur une série de 12, c'est assez étonnant. Mais comme c'est un récit historique, en vrai, je suis pas si surprise que ça, parce que dans ce style de manga, il vaut mieux prendre du temps pour bien mettre tout en place, parce que souvent il y a tellement de termes, de clans, etc., que c'est un peu long à mettre en place. Donc je pense que ça vient de là, mais je ne suis pas sûre. Je viens de me tromper, c'est fini en 14 tomes et pas 12. Au début du XIIIe siècle, une guerrière sanguinaire nommée Chat-Elle, l'esprit vengeur, sème la terreur au sein de l'armée mongole, pourtant réputée invincible. Cette ancienne soldate Tongout semble en effet dotée d'une force surnaturelle et capable d'échapper à la mort. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil, cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade. Alors oui, aussi, l'une des thématiques abordées, je crois, c'est la protection du savoir, la protection du savoir historique, pareil, donc je pense que ça pourrait être un thème assez intéressant. En fait, je trouve que cette année, il y a vraiment eu des thèmes très variés. Avant, j'avais l'impression qu'on se concentrait beaucoup sur les sorties shonen, et que maintenant, vraiment, il y a tous les thèmes qui sont abordés, et du coup, il y a plein de choses que je n'ai jamais vues qui me donnent beaucoup envie. Pour finir, pour ce mois de mars qui était bien chargé, on va parler de Bibliomania, publié chez Mangetsu, qui est un énorme livre, et je trouve que la
L'édition, la cover et tout, elle est absolument magnifique. Donc j'espère qu'elle vaut son prix, qui est quand même très cher. Alice se réveille dans la chambre 431 d'une étrange manoir, dont le majordome revêt les allures d'un mystérieux serpent. Malgré les tentatives de dissuasion de son hôte, elle décide d'en franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte 0, celle qui lui permettra de rejoindre le monde extérieur. Mais ce sésame aura un prix et chaque nouvelle chambre la plongera toujours plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. Alors là, tu vois, ça me fait un peu penser à le château solitaire dans le miroir, dans le sens où c'est un peu un huis clos, t'es enfermé avec d'autres personnes, t'as un objectif pour ressortir et tout. Mais en tout cas, ça a l'air très très sympa et pareil, je pense que je vais vite me pencher dessus parce que pour le coup, l'histoire me fait très envie. On a terminé pour le premier trimestre et on enchaîne donc avec le second. Le 5 avril, il y a Villaines Level 99 qui a été publié chez Soleil. Actuellement, il y a 2 tomes de sortie chez nous. C'est peut-être un peu trop classique parce que ça a l'air d'être un auto-game également. Mais je sais pas, la couverture m'a donné envie pour le coup. C'est clairement du marketing qui m'a tenté. Je me suis réincarnée en tant que Villaines Eumelia d'un auto-game. Dans l'histoire principale, Eumelia est simplement un personnage secondaire, mais après la fin, elle réintègre l'histoire en tant que personnage à égalité avec les héros avec des statistiques élevées. Au moment où je suis entrée à l'académie, j'ai réussi à atteindre le niveau 99. Bien que j'avais prévu de vivre mes jours aussi discrètement et paisiblement que possible, peu de temps après mon entrée à l'école, je suis soupçonnée par l'héroïne d'être le seigneur démon. Alors pareil, ça a l'air d'une histoire, comme j'ai dit, assez classique, mais je sais pas, ça me donne envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Chez Delcourt en Calme, toujours le 5, il y a Nos Cœurs Figés qui a été publié. C'est une série finie en 2 tomes seulement. Moi, c'est ce que j'aime. Un jour, tout à coup, le temps s'est arrêté. Sauf pour Koji, un lycéen ordinaire, et pour Tokine, une jeune fille aux yeux couleur ambre. Durant cette parenthèse temporelle qui revient tous les jours, le Lost Time, les 2 adolescents apprennent à se connaître et à s'apprivoiser. Mais il s'avère que Tokine renferme en elle un lourd secret. Alors moi, j'ai plein de diptyques romantiques, un peu dramatiques dans ma mangatech, comme 300 jours avant toi, comme Je veux manger ton pancréas. Enfin, j'en ai pas mal dans ce style-là, et il a l'air de s'inscrire dans la même veine, et c'est pour ça qu'il m'a donné envie. Le 7 avril, chez Naban, il y a Aubin les Yankees qui est paru, et lui, pour le coup, il me fait trop envie. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je le trouve en occasion, il n'y a que 1€ d'écart avec le prix neuf. Du coup, j'attends de voir s'il va descendre un peu plus. Mais là, c'est sûr que je vais l'acheter. C'est fini en seulement 3 tomes. Une petite série courte et déjantée qui me fait penser à La Voix du Tablier. Donc ça me donne très envie. Taya et Tatsuya sont de fortes têtes qui aiment la bagarre. On les surnomme d'ailleurs Tigre et Dragon. Leur kiff, faire le tour de Tokyo afin de trouver toujours plus de mecs à tabasser. Et si tout cela n'était qu'un simple prétexte pour visiter les bains publics de la capitale et en découvrir les meilleurs représentants. Comme je vous ai dit, barré, drôle, faut que je lise. Le 20 avril, chez Kotun, on a Comment j'ai survécu au manoir Weeknight qui est sorti. Alors de base, il ne me faisait pas du tout envie, mais j'ai entendu tellement d'instagrammeuses, youtubeuses, mangas en parler en bien que finalement j'ai fini par le rajouter sur ma wishlist. Apparemment, ce sera fini en 158 chapitres. Je n'arrive pas à estimer combien de tomes du coup ça va donner. Mais en tout cas, ça a l'air d'une romance un peu plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir en webtoon, donc... Se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer. Sauf si vous êtes assassiné, prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné, Raeliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah Weeknight, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit? On enchaîne avec une sortie qui, pour le coup, a pas mal fait parler d'elle, c'est Ron Kamonohashi, Deranged Detective chez Mangetsu. Ce sera fini en 9 tomes, donc c'est une série plutôt courte, donc ça reste plutôt pas mal. Et j'adore tout ce qui est enquête, comme par exemple les carnets de l'apothicaire. C'est ma cam, c'est ce que j'aime, donc forcément ça m'intrigue. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un duo insolite qui va mettre en lumière la vérité cachée. Ron Kamonohashi, un enquêteur privé qui s'est coupé du monde, et Totomaru Ishiki, un détective au cœur pur, vont devoir faire équipe pour résoudre les mystères les plus étranges. Une sorte un peu de Sherlock Holmes, et franchement, je pense que ça doit bien marcher parce que j'en entends quand même pas mal de bien. Petit diptyque chez Komiku, sorti le 27 avril, il s'agit de Onetsugi, le marchand d'os. Je trouve que le lore est très cool, l'univers a l'air très sympa et du coup je suis assez curieuse.
Obtenir une beauté sans égale, une force surhumaine ou vivre incroyablement longtemps, à la boutique d'eau, les désirs des clients sont réalisés à condition d'apporter un produit d'une valeur équivalente à leurs souhaits. Le gérant de la boutique s'occupe alors de greffer des os au pouvoir particulier, mais bien souvent ses clients finissent par se laisser submerger par leur nouveau pouvoir. Pour terminer pour ce mois d'avril, le 28, Kana nous a sorti Ring Eyes, une petite série qui sera finie en seulement 4 tomes. Là, pour le coup, l'univers a l'air beaucoup plus dark, et généralement j'aime bien les Darkana. Ça ne se voit pas, mais juste l'étagère là que je cache quasiment complètement, c'est que du Darkana. Vraiment, c'est un univers que j'ai tendance à bien kiffer. Je trouve qu'à chaque fois, ils font des bonnes sélections. Donc, je suis curieuse. Il y a 12 ans, sur l'île de Kazekawashima, une jeune fille est morte, tuée, coupée en deux. Ne restait plus d'elle qu'une coquille vide, sans eau, sans chair, séparée en deux parts parfaitement égales. Son ami d'enfance, Mamoru Inobu, se sentant responsable de sa mort, n'a cessé de chercher le coupable qu'il soupçonne d'être un psycho. Ces personnes venues du continent possédant des pouvoirs psychiques. Le problème est que les habitants de l'île, eux, ne possèdent aucun pouvoir et nombre de crimes impliquant des psychos restent inélucidés. Les criminels continuent à vivre leur vie dans l'impunité. Pour accomplir sa vengeance, Inobu est prêt à pactiser avec le diable et va s'associer à une psycho des plus étranges, Saibara Riko. Franchement, l'univers a l'air vraiment stylé. Alors, je ne suis pas sûre d'aimer le côté sanglant, genre le corps coupé en deux, vidé de chair, d'organes et tout ça. Chez moi, ça risque d'être un peu sensible, ces passages-là, mais sinon, le lore a l'air très très cool. Et c'est parti pour le mois de mai. Alors, le 3, Nobinobi a sorti le Château solitaire dans le miroir, mais je l'ai acheté. Si vous avez regardé mes précédents achats manga, bah vous êtes au courant, du coup je vais pas vous en parler plus que ça. Kiun a sorti le 4 Gestalt, qui est fini en seulement 3 tomes. Ça a l'air d'être une histoire courte, assez haletante, où les questions, pas mal justement de questions existentielles et de dilemmes. Pour Soso Shindo, l'individualisme est un art de vivre. Amitié, fraternité, ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les leçons de sa camarade Hanami, adepte de l'entraide, ne changeront rien à sa philosophie. Même quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur internet. C'est alors que les deux adolescents sont aspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo. À l'intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toute espèce se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier. Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et surtout par qui. Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robot apparaît et leur annonce leur rôle. Ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité. Hormis les créatures présentes à bord, toute vie sur Terre doit disparaître. Pour les élus, l'enfer commence. Se sacrifier ou détruire sa propre espèce. Tel est le dilemme ultime auquel il faut qu'on fasse. J'aime beaucoup ce style un peu de questions un peu philosophiques, en mode est-ce qu'il vaut mieux réinitialiser la Terre et tuer tout le monde, ou alors faut-il se battre pour ceux qu'on a déjà. Du coup, je le trouve assez intéressant. Par contre, actuellement, j'ai plutôt des tendances à lire des choses assez légères, de la romance ou plus de la comédie. Du coup, je ne pense pas que je vais l'acheter rapidement. Je pense que lui, vous le verrez, mais peut-être plus vers 2024. Chez Crunchyroll, le 17, il y a Two-Face Taemon qui est sorti. C'est une édition en cours avec 4 tomes, et apparemment il y a un côté double personnalité sur un de nos protagonistes. Et j'ai l'impression que ça va être une petite histoire genre assez tendre, assez attendrissante. Par contre, je ne suis pas sûre de me pencher dessus si l'histoire vraiment dure en longueur. Donc j'attends de voir s'ils vont vite, si ça va tourner autour du pot ou pas. Utage Kinoshita est une lycéenne fan absolue du groupe Face, et plus précisément de Taemon Fukuhara, l'un de ses membres. Un jour, alors qu'elle se rend au domicile d'un nouveau client dans le cadre de son petit boulot de femme de ménage, elle se retrouve nez à nez avec son chouchou, en chair et en os, mais quel choc quand elle découvre sa véritable nature. Loin d'être, comme à son habitude, le sexy and wild de la bande, le jeune chanteur se révèle d'un caractère renfermé, voire carrément dépressif. Mais qu'importe son mode off, Taemon reste le même aux yeux de Utage qui décide de lui offrir tout son soutien. Entre eux se noue un lien spécial et la jeune groupie ne va pas tarder à éprouver de la sympathie pour la véritable personnalité de sa star préférée. Donc pourquoi pas. Alors de base je ne suis pas très fan des histoires qui tirent sur les idoles, etc. Mais là je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne vibe et les couvertures sont assez mignonnes et fraîches, donc pourquoi pas. Lui par contre me fait extrêmement envie, sorti le 19 mai chez Ankama, il s'agit de Sleepy Boy, qui est un manga allemand. Donc ça va parler du monde des rêves, c'est un manga européen et en plus le design graphique est très cool. Du coup franchement ça a fait que pour moi c'est un manga que je vais lire vraiment incessamment sous peu, il m'intéresse vraiment beaucoup. Nate est un garçon ordinaire sauf quand il dort, ses cauchemars prennent vie.
Le jeune homme abuse du café pour rester éveillé et ne pas mettre ses parents et sa sœur en danger. Mais à la suite de l'apparition d'horloges volantes, d'étranges créatures envahissent le monde et les humains tombent peu à peu dans un sommeil comateux. Pour ne rien arranger, les cauchemars de Nate refusent de disparaître à son réveil, manquant de tuer sa famille. Afin de les protéger, il décide de quitter la maison. Parvient-il à découvrir la source de tous ces phénomènes et vivre enfin une existence normale? Comme je vous l'ai dit, c'est un mélange de plein de thèmes que j'apprécie et ça me donne trop envie de le lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Le 19 mai chez Kana, Blue Wolf est sorti, c'est actuellement en cours avec 7 tomes au Japon, je crois qu'en France on est au tome 3 ou 4. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a un côté historique assez cool dans cette histoire et qu'en plus on met des Ronin en avant et donc pas des samouraïs, ce qui est assez original. Après à voir, c'est pas non plus le style que je privilégie généralement. 1863, Kyoto, le Bakufu veut chasser tous les étrangers qui arrivent au Japon. C'est cette année-là que Nio, un jeune garçon blond très gentil et qui tient beaucoup à sa famille, rencontre Toshizo Ishikata et Okita Soji, des Ronin détestés connus sous le nom de Miburo ou loup de Mibu. La vie de Nio va alors complètement basculer après cette rencontre avec ces Ronin qui marquent l'histoire du Japon. Alors encore une fois, c'est des noms qui me font penser au Shisengumi, qui sont tirés du Shisengumi. C'est un groupe de samouraïs Ronin que j'apprécie beaucoup, notamment grâce à l'anime Akuoki que j'ai déjà parlé, je crois, quand j'en ai discuté de Shiruran. Donc, à voir si ça me plaît. Et pour terminer pour ce mois de mai, chez Clair de Lune, on a Nebelheim qui est sorti, qui est cette fois un manga français. Et les dessins, je trouve, sont super beaux. Enfin, je sais pas, la couverture, je trouve, elle donne un style qui se reconnaît tout de suite. On voit tout de suite que c'est un manga européen. Un jeune garçon se réveille dans un endroit inconnu sans souvenir de ce qui l'y a conduit. Le Nebelheim, une forêt brumeuse où l'air, le soleil, le temps n'existent pas. Et où des créatures aberrantes errent dans la pénombre en quête d'âme à engloutir. En tentant de fuir ces bois cauchemardesques, le garçon croisera la route de plusieurs personnes étranges. Et qu'il soit pris au piège ici depuis des mois ou des siècles, qu'il soit bienveillant ou non, tous affirment la même chose, nul ne peut en sortir. Eh bien, c'est mystérieux, ça a l'air très cool, forcément j'ai envie de le lire. On enchaîne avec le mois de juin qui était quand même bien chargé également, et ça commence dès le 1er juin avec Daron Quest chez Omake, qui est un one-shot, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté, en fait, on s'intéresse un peu à des gens beaucoup plus matures, on s'intéresse à des quarantenaires, et je trouvais ça super sympa de changer de point de vue. Les geeks aiment bien dire qu'ils sont level plus 1 dès qu'ils fêtent leur anniversaire. Mais passer le cap du level 40 est-il finalement gage de progression? Que deviennent les héros aux cheveux poivre et sel, ayant passé level 40 dès lors que débarquent de fringants petits jeunes imberbes de level 22? Peuvent-ils encore rivaliser physiquement? Peuvent-ils encore séduire les nymphètes qui rejoignent la guilde? Bref, prendre du galon est-il sincèrement une bonne chose? Quand la crise de la quarantaine est vécue par un héros de RPG, ça donne Daron Quest. Donc ma foi, ça m'a l'air très sympa. On enchaîne avec Limbo chez Glénat, publié le 7 juin. C'est un manga en cours, c'est espagnol et c'est sur le thème des fantômes, du coup je trouve ça assez cool. Aurora Edelweiss, presque 16 ans, a un don. Elle peut voir les esprits des morts et même interagir avec eux. Elle se sert de son pouvoir pour enquêter sur les phénomènes surnaturels et en particulier sur des mystérieux objets nommés essences de l'âme. Un jour, alors qu'elle tombe sur un monstre terrifiant et qu'une inconnue s'interpose, Aurora est projetée dans les limbes. Elle découvre alors la vérité sur les essences de l'âme. Aurora décide dès lors de se mettre en quête de celle-ci sans se soucier de se trouver en concurrence avec les anges qui poursuivent le même but. Elle pique d'ailleurs une première essence au nez et à la barbe d'une inconnue et ne s'attendait bien sûr pas à la retrouver dans son lycée. Leisa, c'est son nom, semble bien décidée à faire payer à Aurora son mauvais tour. Alors généralement j'aime bien me pencher déjà sur tout ce qui est manga européen, mais alors là, je sais pas, la couverture est hyper stylée, du coup forcément j'ai envie de lire. Ah, le suivant est également très bon, enfin il me fait vachement envie. On va parler chez Akata de Burn de Houseden, qui a également une série de Netflix que je n'ai pas regardée parce que j'avoue j'ai un peu de mal avec les séries coréennes, japonaises. Je n'ai pas l'habitude de voir des acteurs asiatiques, du coup ça me fait un peu bizarre. Mais franchement je pense que je vais peut-être finir par me pencher dessus parce que à ce qui paraît c'est vraiment très bon. Donc c'est une série qui sera terminée en seulement 8 tomes et ça a l'air d'être une série plutôt mystérieuse, voilà, ça a l'air d'être sur le mystère et ça j'aime bien. La maison de la famille Mitarai qui gère un hôpital a été incendiée lors d'un incident malheureux. La femme qui a provoqué l'incendie dans un acte de négligence s'est prosternée s'excusant devant les flammes. 13 ans plus tard, Murata Enzu est embauchée comme femme de ménage pour la maison Mitarai. La femme qui l'accueille est la deuxième épouse, Makiko. Malgré ses normes élevées, Enzu parvient à obtenir un contrat de travail.
Cependant, son véritable objectif est d'infiltrer la maison. On comprend qu'il y a un lien avec l'incendie, mais on n'en sait vraiment pas plus, du coup ça titille vraiment la curiosité, voilà, ce manga, on a vraiment envie d'en apprendre plus, et à ce qui paraît, c'est très bien écrit, très bien dessiné, donc j'ai hâte de le lire. On enchaîne avec Michel Lafon, qui de base devait sortir le 8 juin, mais je crois qu'il est sorti plutôt fin juin, c'est Tengu Hunter Brother. Pareil, les couvertures, je trouve, sont super stylées, et en plus, on va parler des Tengu, qui un isekai que je trouve on n'entend pas beaucoup parler. Le seul manga que j'ai là-dessus, c'est Blackbird, qui pour le coup est plus une histoire romantique, alors que là c'est plus un shonen, j'ai l'impression, de bataille. Et c'est actuellement en cours au Japon avec 5 tomes. Le jeune exorciste Mamoru Yamemori vit avec ses 2 frères dans une montagne infestée de Tengu maléfiques, protégeant les humains qui habitent à côté, jusqu'au jour où s'éveillent en lui les pouvoirs de ses ennemis. Tiraillé entre son humanité et cette nouvelle partie démoniaque, Mamoru doit tout faire pour ne pas céder à ses instincts monstrueux, où ses frères devront l'arrêter définitivement. Alors en plus, il y a une petite histoire fratricide, ça rajoute un peu de tension, bref, ça a l'air vraiment pas mal. H2T a fermé et est devenu la nouvelle Hydre, et du coup ils ont décidé de rééditer des séries qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps, donc forcément j'en suis très curieuse. Du coup ils ont réédité Les Enfants des Abysses et ils ont réédité Skillfast, qui sont du coup 2 séries qui se sont terminées en seulement 3 tomes. D'ailleurs Les Enfants des Abysses, le 3e tome là va bientôt sortir, les couvertures sont absolument magnifiques, il faut absolument que je me penche sur cette série. Du coup, pour Les Enfants des Abysses, c'est une histoire française, donc encore mieux. L'histoire parle de divinité et comme vous le savez, j'adore cette thématique. Comme chaque année, un rituel sacrificiel est mené par les habitants d'Enda pour obtenir la bénédiction des dieux contre les dangers qui rôdent et menacent gravement la sécurité des hommes. Kineke, une jeune orpheline élevée avec son petit frère, est envoyée comme tribut au sanctuaire des Prios, les êtres omnipotents vénérés par les humains, pour donner sa vie en échange de la protection de son peuple, et ce malgré son jeune âge. Mais Vora, l'une des divinités, arrache Kineke des griffes de son destin funeste et l'accueille au sein du domaine sacré pour en faire une demi-déesse hybride. Et du coup, cette fois, Skillfast, qui est également un manga français, qui me fait beaucoup penser à Psycho-Pass, j'avoue que c'est pour ça que je suis assez curieuse. En 2097, les humains désormais augmentés utilisent des Skillfast, un implant situé dans leur nuque permettant d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Stein, le commandant de la police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes se retrouvaient mises en scène, leur Skillfast arrachés. Au point mort dans ses investigations, Eva reçoit l'aide providentielle de Roman Kierkegaard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-même sur les traces de cet étrange serial killer pour des raisons clairement plus personnelles. Alors, je viens de relire le synopsis et c'est vrai que ça fait énormément penser à Psycho-Pass. Déjà parce qu'il y a un tueur en série, deuxièmement parce que les cadavres sont mis en scène de manière théâtrale, ce qui est également dans Psycho-Pass, et en plus on a un inspecteur qui a des motifs personnels, ce qui était également le cas de Psycho-Pass. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je pense quand même que ce sera traité de manière très différente. Et puis c'est français, donc j'ai envie de soutenir, donc je pense quand même que je m'y intéresserai. En tout cas, si vous avez aimé Skillfast, penchez-vous sur Psycho-Pass parce que je pense que ça pourra beaucoup vous plaire, ou inversement. Le 21, chez Soleil Manga, il y a Romantic Killer qui est sorti, mais je vous en ai déjà parlé car je l'ai acheté. Un manga encore français, mais cette fois chez Glénat, et je pense que celui-là vous en avez beaucoup entendu parler. On va parler de Red Flowers qui s'inspire des contes africains et je trouve ça super stylé. Franchement, j'ai pu le feuilleter un peu comme ça. Les dessins sont magnifiques et je trouve ça super d'exploiter une culture qu'on connaît pas du tout. Kelly est un adolescent impétueux qui ne rêve que d'une chose, passer le rituel de Katafali afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement le jeune garçon peine à intégrer pleinement la philosophie pacifique de son peuple ainsi que les sages conseils de ses aînés. C'est alors qu'Anansi, le sorcier, a une vision d'apocalypse. Le village va se faire envahir par des étrangers dotés d'un pouvoir mystérieux et meurtrier. Les membres du clan se trouvent désormais face à un dilemme. Comment se défendre face à cet ennemi quand leurs croyances leur imposent la non-violence? Kelly tient-il là l'occasion de prouver sa valeur? Un bon petit shonen qui promet franchement d'être cool, je trouve. Il y a surtout sur la chaîne Aide le Fou, j'en ai beaucoup entendu parler, il en a pas mal parlé et il a même fait une interview du mangaka et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et on termine le mois de juin avec chez Casterman, Chasse au cadavre. Et là, c'est pareil, ça me fait très envie. Parce que déjà, je trouve que le synopsis est très cool et ça me fait un petit poil, penser à Erased. À la faveur des vacances d'été, un groupe de collégiens se lance en cachette sur les traces d'une camarade disparue 2 ans auparavant.
À mesure que l'horaire refait surface, ils se rendent compte que ni la police ni la presse n'a intérêt à ce qu'ils remuent le passé, et surtout pas les mystérieux Tengu, ces dieux qui peuplent la montagne. Avant, il parlait pas de Tengu dans le tout premier synopsis, du coup je pensais que ce serait une histoire très terre-à-terre. Je me disais, ah ça ressemble à Erased, il n'y a pas le côté surnaturel, sauf que maintenant ça parle d'un côté surnaturel, donc finalement ça s'en rapproche peut-être un peu plus que ce que je pensais. En tout cas, c'est un peu un côté enquête, c'est un côté mystère, donc c'est tout ce que j'aime, et en plus c'est avec un groupe d'amis, donc je pense vraiment que ça peut être très cool. On avance doucement mais sûrement vers la fin avec cette fois ma wishlist du mois de juillet, qui commence avec le 12 juillet, publié chez Delcourt Tonkam, Summer Ghost, qui sera du coup un diptyque, donc soit sorti en 2 tomes. Il y a également le light novel, donc en roman, qui est sorti à la même date. Les covers sont très jolis et l'histoire, c'est mon style de diptyque. Le Summer Ghost est une légende urbaine selon laquelle l'esprit d'une jeune femme apparaîtrait lorsque des feux d'artifice sont allumés sur la piste d'un ancien aérodrome désormais abandonné. Tomoya, Aoi et Ryo, 3 lycéens qui se sont rencontrés sur internet, ont chacun leur raison de vouloir rencontrer ce fantôme et partent ainsi à sa recherche. Par une nuit d'été où la vie et la mort se croisent, où leurs émotions vont-elles les mener? J'ai l'impression que les diptyques souvent c'est quand même sur des sujets pas très joyeux. Mais en tout cas celui-là a l'air très cool. J'ai cru comprendre que les 3 étaient un peu persécutés ou ce genre de choses. Donc pareil, on reste dans des thématiques que j'aime bien lire et que je trouve intéressantes de voir comment elles sont tournées, comment les sujets sont abordés. Le 6 juillet, il y avait Kami-sama School qui est sorti, mais j'ai déjà acheté le premier tome du coup, et que j'ai plutôt bien aimé, et d'ailleurs le tome 2 est sorti ce mois de septembre, il faut absolument que j'aille l'acheter. On continue le 6 juillet avec cette fois Tsugai Demon of the Shadow Realm chez Kurokawa, et alors là, si vous êtes connaisseur, vous savez que c'est du même auteur que Full Metal Alchemist, qui est quand même un pilier dans le monde du manga, et pareil, son adaptation animée, je pense, a bercé beaucoup d'entre nous, donc forcément, on est curieux de savoir ce que cet auteur absolument incroyable a pu faire avec cette fois une nouvelle série. Je crois qu'actuellement il y a 3 tomes en cours au Japon, et en plus le synopsis me fait pas mal penser à un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, donc franchement ça m'intéresse. L'histoire se déroule dans un petit village isolé en pleine montagne, un endroit comme tant d'autres à une exception près, la prison installée au cœur du village. Yuru et sa sœur jumelle Asa vivent dans ce village depuis toujours, mais n'ont jamais vraiment eu d'interaction avec la prison. Un jour, pourtant, Asa est convoquée pour y travailler et y est confinée. Séparée de sa sœur, Yuru va peu à peu découvrir les secrets de son village. Alors je pense que ça va être quand même quelque chose de très sombre, connaissant l'auteur, mais en tout cas, on reconnaît tout de suite sa patte graphique, déjà juste avec la cover et le dessin du personnage principal. Mais moi, en tout cas, il me fait envie. Alors, de base, j'avais noté la sortie sur ma wishlist toujours le 6 juillet, de Dream Maker chez Kiun, par un auteur français. Sauf que j'ai lu, il y avait un extrait qui était disponible en lecture en ligne, et j'ai pas aimé l'extrait. Et j'en ai pas eu forcément des bons échos. Les seules personnes que j'en ai entendu parler sur les réseaux, souvent disaient que le premier tome était assez mou, assez plat. Du coup, ça me donne pas trop envie de l'acheter pour l'instant. Mais j'attends de voir les prochains tomes qui sortiront, si les échos s'améliorent, etc. Peut-être que du coup je me pencherai dessus, mais du coup lui je vais le passer. Et là on enchaîne avec un qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense juste que c'est un truc où je vais me taper des barres. C'est sorti le 7 juillet chez Kana et on va parler de Princesse Puncheuse. Alors c'est actuellement en cours avec 6 tomes au Japon, ça a l'air beaucoup trop bien, on va nous vanter une héroïne très forte et ça a l'air d'être un mélange d'action-comédie. Les fiançailles entre Scarlett, fille de duc, et le second prince de Palistan, Kyle, ont été abruptement annulées lors d'un banquet. Scarlett a été accusée d'avoir harcelé à plusieurs reprises une jeune fille du nom de Tereneza, que le prince Kyle affectionne tout particulièrement. Ces fausses accusations, orchestrées par le prince Tereneza et soutenues par l'ensemble des invités, sont la goutte de trop pour Scarlett qui depuis 17 ans est le souffre-douleur du prince. Avant que je ne parte d'ici, puis-je te demander une dernière faveur? Voici les derniers mots que Scarlett a prononcés avant de frapper Tereneza au visage et de fracasser tous les invités. Ce scandale va évidemment faire grand bruit dans l'aristocratie, certains chercheront à laver l'affront, à se venger. Complot, intrigue pourront-ils faire le face au point de Scarlett, Mandal en perspective. J'adore ce style de princesse complètement non conventionnelle, qui sont très fortes, etc. C'est le genre de personnage que j'apprécie. Alors je sais que c'est un petit côté très caricatural que les gens parfois n'apprécient pas, mais il y a tellement de mangas où les femmes sont molles.
toute douce, toute gentille, que du coup forcément je suis tout de suite attirée par les personnages forts, féminins, même si c'est vrai qu'elles ont tendance à toutes avoir à peu près les mêmes caractéristiques, c'est pas grave, j'ai quand même envie de laisser une chance à ce manga. Donc franchement, ça a l'air d'être des barres, j'ai hâte de me pencher dessus. Chez Noévé Graphics, le 17, il y a Au cœur du donjon qui est sorti, et ce que j'ai kiffé en fait, c'est que ça va parler des coulisses, un peu des isekai, encore une fois, mais de manière différente que mon fils a été réincarné dans un autre monde. Clay s'est entraînée toute sa vie pour devenir l'élite de la guilde des voleurs, mais depuis que son père a disparu 3 ans auparavant, elle met toutes ses compétences à sa recherche dans un donjon rempli de monstres et de dangers. Alors qu'elle atteint finalement des profondeurs jamais égalées, elle rencontre le gérant du donjon, qui l'invite à rejoindre le personnel des lieux. Armement des pièges, remplissage des coffres, par ce nouveau travail, Clay apprendra tout des coulisses d'un donjon. Vous trouvez pas ça trop cool comme synopsis? Moi je sais pas, ça m'a trop donné envie, je trouvais ça tellement original de voir ce côté-là, que du coup ça m'a donné envie. Je pense que ça va avoir un côté slice of life, et comme j'adore le slice of life, le tranche de vie, c'est ma cam, du coup je pense que ça va me plaire. Ensuite, on va parler de chez Ototo de Killing Me, Killing You, sorti le 7 juillet. Et alors là, j'ai pas arrêté de le mettre dans ma liste, le retirer de ma liste et le remettre, le retirer, parce que j'arrive pas à savoir s'il va m'intéresser ou pas. Donc on en discute tout de suite. Depuis le jour où cette météorite écrasée, le monde est devenu étrange. Mithya et Euthanasia, 2 victimes de ce désastre devenu immortel, voyagent à travers ce monde déréglé en quête d'un moyen d'abréger leur souffrance. Je n'arrive pas à savoir si ce manga peut m'intéresser ou pas. Le synopsis n'en dit pas assez, je pense, pour se faire un avis définitif. C'est assez intriguant, mais je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc j'essaierai peut-être de le feuilleter pour me faire un avis et savoir si je le prends ou pas. Lui par contre me fait très envie parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est Make the Exorcist Fall in Love chez Soleil Manga, sorti le 12 juillet. Actuellement, il y a 4 tomes de sortie et ça a l'air plutôt sympa. La cover, franchement, je la trouve très cool. Entraîné par le Vatican pour devenir l'exorciste le plus puissant du monde, un jeune prêtre reçoit pour mission divine de protéger une jeune artiste, Imuro Atsuki. Sur les conseils de son mentor, il espère néanmoins trouver l'amour afin de soulager son esprit du lourd fardeau qui lui incombe. Imuro sera-t-elle celle qui lui apportera son salut? Alors apparemment, j'ai vu quelques pages par-ci et par-là sur les réseaux, il y a l'air quand même d'avoir des combats et à la fois ça a l'air d'être mignon, donc je sais pas, ça m'a attirée. Je pensais pas forcément au début, mais j'ai envie de lui laisser une chance. Et on termine le mois de juillet avec la sortie de chez Meian, Though I Am an Inept Villainess. Si j'ai réussi à le dire pas trop mal. Il est actuellement en cours avec 5 tomes. Alors ce qui est rigolo, c'est que de base, quand j'avais vu les visuels, j'étais persuadée qu'il allait sortir en grand format style webtoon, et au final c'est un petit format, donc c'est pas très cher. Donc ça, j'en suis plutôt contente, je trouve. Pareil, ça a l'air une histoire, encore une fois, assez classique, mais j'ai lu le chapitre qui était disponible gratuitement en ligne, et finalement, j'ai vite accroché à l'histoire, donc j'ai envie de lire la suite. Le soir de la fête des étoiles Tanabata, Reirin, le papillon de son Altesse, est poussé dans le vide par Kagetsu Chu, la femme la plus détestée de la cour. Reirin se réveille alors en prison dans le corps de son agresseuse, incapable d'expliquer la situation. Mais elle, qui a toujours été de constitution fragile, est maintenant ravie d'avoir un corps sain. La voilà plus déterminée que jamais à surmonter les adversaires grâce à son mental d'acier. Je sais pas, une histoire a l'air cool, donc j'ai envie de me pencher dessus. On s'attaque au dernier mois, qui est du coup celui d'août. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties nouveautés. Oui, je précise nouveautés parce que mon porte-monnaie en a pris un coup quand même avec tous les tomes qui sont sortis. Mais du coup, chez Pika, le 23 août, il y a Yoku Oni qui est sorti, qui m'a l'air, ma foi, très très sympa. Pareil, j'ai lu le chapitre en ligne et ça a l'air très sanglant. Je m'attendais pas à ça. Enfin, j'avais lu l'histoire, j'avais lu le synopsis. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore. Il y a certains passages où la personne se fait dévorer les entrailles. J'ai fait... Là, comme vous le savez, je n'aime pas trop ça. Mais je sais pas, le reste de l'histoire a l'air vraiment très très cool, donc j'aimerais bien me pencher dessus. Et en plus, c'est une série courte, c'est fini en seulement 9 tomes. Alors, pourquoi passerais-je à côté? Le monde est infesté de démons qui se matérialisent selon les désirs des gens. Ainsi, si quelqu'un désire la destruction, lui sera accordé un pouvoir dévastateur lui permettant de laisser libre cours à ses pulsions. Ces êtres sont appelés les Yoku Oni. Un de ces monstres serait responsable de l'horrible mort de la mère et la sœur du jeune Satoshi. Afin de débusquer le coupable, il fait appel à Masato Shitsunashi, un puissant Yoku Oni habité par un profond désir de justice. Muni de son colossal marteau de juge, il expie le mal avec fracas.
Aidé de sa petite sœur Nina, Masato s'est donné comme mission d'abattre tous les Yoko-Oni dangereux ayant perdu le contrôle de leurs désirs. Comme j'ai dit précédemment, ça a l'air très cool et j'ai hâte de lire. Un one-shot qui a beaucoup fait parler de lui, on va parler chez Akata de Quand la nuit tombe, qui a été publié le 24 août. C'est une histoire qui a l'air très dure, et franchement ça m'intrigue en fait de savoir comment le sujet qui est si dur a été traité, parce que c'est une situation qu'on ne voit jamais, en fait on ne voit jamais ce point de vue-là, c'est très rare en tout cas. Du coup ça parle au Japon, zone industrielle de la région du Tokai. Takaomi et Ao sont amis depuis le collège. Tout leur entourage imagine qu'ils vont finir par se mettre en couple. Mais la vie en décide autrement quand le père d'Ao, patron d'une usine locale, viole la mère de Tokiwa. Tout leur monde s'effondre. Comment rester amis quand les actes des adultes ont des conséquences si lourdes? Alors, clairement pas un one-shot à mettre dans les mains de tout le monde. Hein. Le sujet est très dur, le sujet est très mature. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux et du coup ça m'a même donné envie de m'intéresser parce que c'est du même auteur que Perfect World. Alors pourtant Perfect World c'est plus une petite pépite shoujo mignonne, mais du coup je me suis acheté Perfect World juste parce que j'avais envie de lire Quand la nuit tombe, donc il faut que je me le procure assez rapidement. Et pour finir avec ce mois d'août et avec cette vidéo, on va parler de Shadow of the Ring chez Kiun qui est sorti le 24 août. On en a quand même pas mal entendu parler de ce manga, enfin moi j'en ai vu beaucoup de pubs en tout cas. Et en plus c'est une série courte finie en seulement 4 tomes, avec un côté intrigue politique que j'ai tendance à bien apprécier dans les mangas en ce moment, donc pourquoi pas lui laisser une chance. Le royaume de Keiju ne ressemble à aucun autre, c'est une véritable cité montée sur rail qui suit constamment l'ombre portée de l'anneau entourant la planète. Son circuit, identique depuis des générations, lui fait traverser de nombreux territoires. Pour cette raison, Keiju a développé une tradition de neutralité soutenue par une prouesse technique majeure, la création des Hakukai, des armures surpuissantes qui améliorent les capacités physiques de ceux qui les portent. Oshi, le fils du notable d'un pays ami, est fasciné par cette ville mouvante, habituellement fermée aux étrangers. Pourtant, grâce à ses relations et à son honnêteté désarmante, il parvient à se faire accepter à bord où il se lie d'amitié avec Kamaru, l'intrépide petite sœur de la reine. Tout à sa joie de l'exploration d'un nouveau monde, il ne se doute pas qu'il arrive au moment où l'équilibre des alliances est sur le point de s'écrouler. Un assassin brise les défenses de Keiju, tuant sur son passage un membre de la famille royale et volant de précieux Hakukai. Quel est l'objectif de ce mystérieux agresseur? Donc on est sur une histoire mystérieuse, on est sur des intrigues politiques. Moi c'est le genre de récits qui ont tendance à me plaire. J'aime pas mal aussi tout ce qui est côté un peu psychologique, etc. Donc ça me paraît très prometteur. Et bien c'était tout pour cette vidéo, ma foi bien longue, parce que bien sûr je décide de faire cette vidéo au mois de septembre, donc ça me fait beaucoup de mois à rattraper. Mais j'espère quand même que le contenu vous a intéressé. N'hésitez pas surtout à me dire, à me conseiller dans les commentaires, parce que comme vous pouvez le voir, ma wishlist est très longue. Donc n'hésitez pas à me dire les titres en priorité sur lesquels je devrais me pencher. Je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On s'en retrouve vite avec potentiellement mes wishlist nouveautés du mois de septembre. Hein. Je pense que maintenant, il va falloir que ça devienne un rendez-vous mensuel ou peut-être trimestriel, à voir comment ça se cale dans mon planning. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!